la méthode norvégienne peut te faire progresser ou te casser. Et je pèse mes mots. Parce que la méthode norvégienne running, aujourd'hui, c'est un peu comme le café très serré avant une séance de fractionné. Tout le monde en parle, certains jurent que ça transforme leur vie et d'autres finissent avec des palpitations et des regrets. Tu as peut-être entendu parler du double seuil, des grosses semaines de Jakob Ingebrigtsen, des séances matin et soir, et tu t'es peut-être dit, tiens, c'est peut-être ça qu'il me faut pour enfin progresser. Mais attention, parce que cette méthode peut être extrêmement efficace, ou elle peut devenir le meilleur moyen de te cramer proprement, avec méthode, rigueur et une belle montre GPS qui bip pendant que tu t'enfonces. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la méthode norvégienne running n'est probablement pas faite pour toi telle qu'elle, sauf si tu appliques une chose essentielle. Et cette chose, ce n'est pas courir plus, c'est courir plus juste. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine beaucoup de coureurs et de coureuses, la méthode norvégienne running. Et surtout, on va remettre les choses dans le bon ordre, parce que le problème, ce n'est pas la méthode. Le problème, c'est ce que beaucoup de coureurs en retiennent. Ils voient le double seuil, ils voient les champions, ils voient les gros volumes, ils voient les chronos, mais ils oublient tout ce qui rend cette méthode possible. Le contrôle, la progressivité, la récupération et une précision presque obsessionnelle dans les intensités. Donc reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te montrer comment garder le meilleur de cette logique sans forcément t'imposer une version trop violente, trop complexe ou totalement incompatible avec ta vie. Alors, première chose, ce que les gens croient. Quand on parle de méthode norvégienne running, beaucoup résument ça à 3 images. Première image, Jakob Ingebrigtsen qui court comme une mobilette de luxe. Deuxième image, des semaines avec énormément de kilomètres. Troisième image, le fameux double seuil. Et là, dans la tête de beaucoup de coureurs, ça donne une conclusion très simple. Ah d'accord, pour progresser, il faut que je fasse 2 séances de seuil dans la même journée. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que si tu retiens seulement ça, tu ne retiens pas la méthode norvégienne, tu retiens la bande-annonce. C'est comme regarder la photo d'un plat dans un restaurant et croire que tu as la recette complète. Tu vois le résultat, tu vois le spectacle, mais tu ne vois pas la cuisine, les dosages, le temps de cuisson, la qualité des ingrédients et le chef qui sait exactement ce qu'il fait. La méthode norvégienne running, ce n'est pas juste faire 2 séances dans la journée, ce n'est pas juste courir beaucoup, ce n'est pas juste copier Jakob. Et ce n'est surtout pas rajouter du dur sur du dur parce que tu veux devenir une machine. Ça, ce n'est pas de l'entraînement, c'est une demande de rançon envoyée à tes mollets. Le double seuil dans cette logique n'est pas là pour te détruire. Il est là pour répartir intelligemment une charge de travail que ton corps est déjà capable d'encaisser. Et cette nuance est absolument fondamentale. Parce que si tu as déjà une grosse base, que tu encaisses bien le volume, que tu sais courir facile quand il faut courir facile, que tu connais tes zones, que tu récupères bien, alors oui, cette logique peut devenir très puissante. Mais si tu cours 3 fois par semaine, que tes footings ressemblent déjà à des demi-compétitions, que tu dors 6 heures par nuit, que tu ne sais pas vraiment où est ton seuil et que tu veux rajouter une journée double seuil parce que tu as vu ça sur Internet, là, ce n'est plus une méthode, c'est une embuscade. Mais attends, ce n'est pas tout. Parce que le vrai secret de la méthode norvégienne running n'est pas dans ce que les gens regardent, il est dans ce qu'ils ne regardent pas. Le vrai sujet, ce n'est pas seulement le double seuil. Le vrai sujet, c'est le contrôle. La méthode norvégienne, dans sa logique, repose sur une idée qui paraît simple, mais qui est très difficile à appliquer pour beaucoup de coureurs. Tu ne dois pas courir le plus vite possible à l'entraînement, tu dois courir à la bonne intensité, et ça, c'est extrêmement cruel, parce que beaucoup de coureurs aiment finir une séance avec l'impression d'avoir gagné une guerre. Ils veulent sentir qu'ils ont bossé, ils veulent être rincés, ils veulent regarder leur montre et se dire « là, j'ai envoyé ». Sauf que, dans une approche au seuil bien contrôlée, ce n'est pas forcément le but. Le but, ce n'est pas de finir explosé. Le but, c'est d'accumuler du travail de qualité sans générer une fatigue qui déborde partout. Une bonne séance au seuil, ce n'est pas une séance où tu termines en négociant avec tes ancêtres. C'est une séance où tu as travaillé fort, oui,
mais où tu peux récupérer correctement, revenir le lendemain et continuer à construire. C'est là que la méthode norvégienne running devient intéressante. Elle ne dit pas entraîne-toi comme un bourrin, elle dit plutôt contrôle tellement bien ton intensité que tu peux répéter souvent un effort utile. Et ça change tout. Le seuil, dans cette logique, n'est pas une zone floue où tu vas assez vite mais pas à fond. Le seuil, c'est une intensité précise, une intensité où ton corps produit du lactate, mais reste capable de le gérer. Tu stimules fort ton système aérobie, mais tu ne bascules pas dans une séance trop coûteuse. Et c'est pour ça que beaucoup se trompent. Ils pensent faire du seuil, mais en réalité, ils font souvent de l'allure 10 km déguisée, de la VM à longue déguisée ou une petite compétition privée contre leur ego. Tu connais peut-être ça. Tu pars pour une séance contrôlée. Première répétition, nickel. Deuxième, un peu plus vite. Troisième, encore un peu plus vite parce que ça passe. Quatrième, tu commences à grimacer. Cinquième, tu as oublié le mot contrôle. Sixième, tu es dans un documentaire animalier sur la survie en milieu hostile. Et à la fin, tu dis « bonne séance au seuil ». Non, c'était peut-être une bonne séance mentale, c'était peut-être une bonne séance de courage, mais ce n'était pas forcément une bonne séance au seuil. Et dans la méthode norvégienne running, ça ne pardonne pas. Parce que si tu cours trop vite tes séances de seuil, tu ne fais pas juste une petite erreur. Tu changes complètement la nature de l'entraînement. Tu transformes une séance contrôlée en séance très fatigante. Et si tu fais ça plusieurs fois dans la semaine, avec du volume autour, tu peux rapidement passer de « je progresse » à « pourquoi j'ai les jambes en béton armées ?» Levé de rideau maintenant sur un point encore plus important. La méthode norvégienne, ce n'est pas seulement du seuil, c'est aussi énormément de facile. Et ça, beaucoup ne veulent pas l'entendre. Dans cette logique, une très grande partie du volume se fait en endurance facile. Facile veut dire facile, pas facile, mais quand même un peu dynamique, parce que sinon Strava va se moquer de moi. Pas facile, mais je veux garder une allure propre. Pas facile, mais j'ai croisé un autre coureur, donc j'ai accéléré comme si ma dignité était en jeu. Facile. Tu dois pouvoir parler, tu dois pouvoir respirer tranquillement, tu dois finir avec l'impression que tu aurais pu continuer. Et c'est souvent là que la méthode explose chez les amateurs, parce qu'ils veulent rajouter du seuil, mais ils ne savent déjà pas faire leur footing en endurance. C'est un point absolument fondamental. Si tes footings faciles sont trop rapides, tu sabotes la méthode, tu ne récupères pas assez, tu arrives moins frais sur les séances importantes. Tu accumules une fatigue invisible. Et cette fatigue invisible, au début, elle ne fait pas de bruit. Elle ne débarque pas avec une sirène. Elle s'installe doucement. Un matin, tu as les jambes un peu lourdes. Puis les allures deviennent moins naturelles. Puis ta fréquence cardiaque monte plus vite. Puis tu dors moins bien. Puis tu commences à avoir une petite gêne. Puis tu te dis, je vais quand même faire la séance. Ça va passer. Et là, félicitations, tu viens d'ouvrir la porte au vrai problème. Parce que le volume amplifie tout. Si tu es bien calibré, le volume amplifie les progrès. Si tu es mal calibré, le volume amplifie les erreurs. C'est extrêmement cruel, mais c'est comme ça. Maintenant, parlons franchement. Pourquoi la méthode norvégienne running n'est probablement pas faite pour toi telle qu'elle? Premier problème, le temps. Une vraie approche norvégienne demande beaucoup de disponibilité. Pas seulement pour courir, pour récupérer aussi. Parce que faire 2 séances dans la journée, ce n'est pas juste caler 2 créneaux dans Google Agenda. Il faut pouvoir manger correctement entre les deux. Il faut pouvoir récupérer. Il faut pouvoir éviter de passer 8 heures debout à courir partout dans ta journée. Il faut pouvoir dormir suffisamment. Et si ta vie ressemble à celle de beaucoup de sportifs amateurs, tu as peut-être un travail, une famille, des contraintes, des imprévus, des repas pas toujours parfaits, des nuits parfois trop courtes et une machine à laver qui décide de tomber en panne la semaine où tu voulais devenir norvégien. Donc la question n'est pas seulement est-ce que je suis motivé? La vraie question c'est est-ce que mon contexte de vie me permet d'absorber cette méthode? Et souvent, la réponse est non. Ou alors oui, mais seulement si on l'adapte. Deuxième problème, ton niveau de départ. Et là, je vais être direct. Si tu n'as pas déjà une base solide, la méthode norvégienne running, en version complète, n'est probablement pas la priorité. Si tu cours depuis quelques mois, si tu fais 2 ou 3 sorties par semaine, si tu as déjà du mal à enchaîner régulièrement, ton problème principal n'est pas de rajouter du double seuil, ton problème principal est de construire une base aérobie, une base musculaire, une base articulaire,
une base de régularité, une base de récupération. Parce que le double seuil, ce n'est pas une fondation, c'est un étage. Et si tu poses un étage sur une cabane en carton, ça ne fait pas une maison de champion. Ça fait un accident de chantier. La méthode norvégienne fonctionne parce qu'elle arrive sur un corps déjà préparé à encaisser, pas sur un corps qui découvre à peine la régularité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'une méthode avancée va accélérer leur progression. Mais une méthode avancée appliquée trop tôt ne fait pas forcément progresser plus vite. Elle peut juste révéler plus vite tes faiblesses. Troisième problème, la précision. La méthode norvégienne running demande de savoir doser, vraiment doser, pas à peu près, pas je crois que je suis au seuil, pas ma montre m'a dit zone 4 donc ça doit être bon, pas j'ai vu une allure sur un tableau. Tu dois être capable de comprendre ton effort, de sentir quand tu es trop haut, de ralentir même si tu pourrais aller plus vite, de respecter une intensité qui paraît parfois presque trop facile au début. Et ça, mentalement, c'est difficile. Parce que beaucoup de coureurs associent progression et souffrance. Ils pensent que si ça ne fait pas très mal, ça ne sert pas. Mais la méthode norvégienne running repose justement sur une autre logique. Ce n'est pas parce que tu peux courir plus vite aujourd'hui que tu dois le faire. Je répète, parce que c'est important. Ce n'est pas parce que tu peux courir plus vite aujourd'hui que tu dois le faire. C'est peut-être même exactement pour ça que tu stagnes. Tu vas trop vite trop souvent. Tu transformes les séances utiles en séances trop coûteuses. Tu termines fier, mais tu récupères mal. Et semaine après semaine, tu confonds courage et stratégie. Quatrième problème, la récupération. Et là, on arrive au nerf de la guerre. La récupération, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un petit supplément pour les gens qui ont le temps. Ce n'est pas le truc qu'on fait quand on a fini de vraiment s'entraîner. La récupération fait partie de l'entraînement. Dans une logique norvégienne, si tu ne récupères pas, la méthode ne fonctionne pas. Point. Tu peux avoir le meilleur plan du monde. Tu peux avoir la meilleure montre. Tu peux avoir les meilleures chaussures carbone. Tu peux avoir une feuille Excel tellement belle qu'elle mériterait une exposition. Si tu dors mal, si tu manges trop peu, si tu fais tes footings trop vite, si tu ignores les douleurs, la méthode va te présenter l'addition. Et généralement, elle ne prend pas les chèques vacances. C'est pour ça que je dis que la méthode norvégienne peut te faire progresser ou te casser. Elle est puissante parce qu'elle est dense, mais parce qu'elle est dense, elle pardonne moins. Une petite erreur répétée dans une méthode légère, ça passe parfois. Une petite erreur répétée dans une méthode avec beaucoup de volume et de seuil, ça peut devenir un gros problème. Et maintenant, on lève le rideau sur ce que je veux vraiment que tu retiennes. Je ne suis pas en train de te dire la méthode norvégienne running, c'est nul. Pas du tout. Au contraire, je pense que c'est une approche passionnante. Elle a remis sur la table une idée essentielle. Pour progresser, il ne faut pas seulement s'entraîner plus dur, il faut mieux maîtriser l'intensité. Et ça, c'est extrêmement efficace. Mais il faut arrêter de croire qu'on doit copier la version complète pour en tirer des bénéfices. Hein, tu n'as pas besoin de devenir Jacob. Déjà, parce que Jacob est pris. Et ensuite, parce que ton objectif n'est peut-être pas de courir un 1500 mètres mondial. Ton objectif, c'est peut-être de battre ton record sur 10 km, de progresser sur semi, de te sentir plus solide, de ne plus exploser dès que ça accélère, de courir plus vite sans te blesser. Et pour ça, tu peux récupérer la logique sans copier le modèle entier. C'est là que je vais t'expliquer mon arme fatale. Prendre les principes utiles de la méthode norvégienne running, mais les adapter à une réalité de coureur amateur. C'est exactement l'esprit de la méthode 2S. La méthode 2S, ce n'est pas une copie bête du double seuil, ce n'est pas on prend la méthode des champions et on la balance sur des coureurs qui bossent 40 heures par semaine. Non, l'idée, c'est de garder ce qui est intelligent, le contrôle, le seuil, la progressivité, la différence entre les intensités, la place énorme de l'endurance et de rendre tout ça applicable. Dans la méthode 2S, on distingue notamment deux niveaux de seuil, la ZS bas et la ZS haut. Et ça change beaucoup de choses. Parce que tous les entraînements au seuil ne doivent pas se ressembler. La ZS bas, c'est un seuil contrôlé, plus confortable, plus durable. Tu travailles, oui, mais tu n'es pas dans le rouge. Tu peux accumuler du temps utile sans exploser ta récupération. C'est une zone très intéressante pour construire, pour répéter, pour progresser, sans transformer chaque séance en règlement de compte. La ZSO, elle, est plus exigeante. Elle se rapproche davantage d'un effort soutenu, plus difficile, plus spécifique,
Mais justement, elle doit être dosée, elle ne doit pas envahir toute ta semaine, elle doit être placée intelligemment. Et cette distinction entre ZS bas et ZS haut est capitale. Parce que beaucoup de coureurs mettent tout dans le même sac, seuil, tempo, allure 10 km, allure semi, fractionné long. Tout devient une séance dure. Et quand tout devient dur, plus rien n'est vraiment maîtrisé. Avec une logique de cesse, tu apprends à mieux organiser. Tu ne cherches pas à prouver ta valeur à chaque séance. Tu cherches à créer une progression. Et ça, c'est beaucoup plus intelligent. Par exemple, au lieu de te dire « je vais faire 2 grosses séances de seuil dans la même journée », tu peux commencer par intégrer une séance orientée ZS bas dans ta semaine, puis, selon ton niveau, ton objectif, ta récupération, tu peux ajouter un travail en ZS haut à un autre moment ou créer des blocs progressifs, ou alterner les semaines, ou réduire le volume au lieu de vouloir tout copier. Le but n'est pas d'en faire le plus possible. Le but est d'en faire assez pour progresser, mais pas trop pour récupérer. Et ça, c'est la phrase que tu devrais presque coller sur ton frigo, ou sur ta montre, ou sur ton front, mais là c'est moins pratique pour lire en courant. En faire assez pour progresser, pas trop pour récupérer. C'est ça, la vraie logique. Et c'est pour ça que la méthode norvégienne running devient intéressante quand tu l'adaptes. Tu peux garder l'idée de mieux contrôler ton seuil. Tu peux garder l'idée de séparer les intensités. Tu peux garder l'idée de ne pas courir trop vite tes footings. Tu peux garder l'idée de construire une grosse base aérobie. Tu peux garder l'idée de progresser par répétition, par discipline, par régularité. Mais tu n'es pas obligé de garder le format extrême. Tu n'es pas obligé de faire 2 séances dans la journée. Tu n'es pas obligé de passer brutalement à 80 km par semaine. Tu n'es pas obligé de transformer ta vie en laboratoire norvégien. Tu peux adapter. Et adapter, ce n'est pas tricher. Adapter, c'est être intelligent. Parce que la meilleure méthode du monde, si elle ne colle pas à ta vie, à ton niveau, à ton historique et à ta récupération, ce n'est pas la meilleure méthode pour toi. C'est juste une belle théorie et la course à pied ne se gagne pas avec une belle théorie. Elle se gagne avec une méthode que tu peux réellement appliquer, semaine après semaine, sans te blesser, sans t'écœurer, sans passer ton temps à jongler entre fatigue, douleur et culpabilité. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Première chose, arrête de croire que ton problème vient toujours d'un manque d'intensité. Pour beaucoup de coureurs, le problème n'est pas qu'ils ne courent pas assez dur, c'est qu'ils courent trop souvent entre 2 eaux, jamais vraiment facile, jamais vraiment précis, toujours un peu trop vite, toujours un peu trop fatigué, toujours en train de tirer sur la corde. Donc, commence par regarder tes footings. Est-ce qu'ils sont vraiment faciles? Est-ce que tu pourrais parler tranquillement? Est-ce que tu finis frais? Est-ce que tu récupères mieux grâce à eux? Ou est-ce que chaque footing devient une petite séance tempo parce que tu veux garder une allure flatteuse? Deuxième chose, clarifie ton seuil. Pas besoin de matériel compliqué pour commencer, mais tu dois avoir une estimation cohérente. Tu dois savoir à peu près où se situe ton effort soutenu mais contrôlé. Tu dois apprendre à reconnaître les sensations. Un bon seuil, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une bagarre, c'est une pression maîtrisée. Tu travailles, mais tu ne paniques pas. Tu respires fort, mais tu ne suffoques pas. Tu es concentré, mais tu ne pries pas pour que la séance s'arrête. Troisième chose, distingue ZS bas et ZS haut. C'est un point absolument fondamental. Toutes tes séances soutenues ne doivent pas être au même niveau. La ZS bas peut te permettre d'accumuler du travail propre. La ZS haut doit être utilisée avec plus de prudence parce qu'elle coûte davantage. Et si tu mélanges tout, tu risques de faire trop souvent trop dur. Quatrième chose, augmente progressivement. La méthode norvégienne running repose sur du volume, oui, mais le volume doit se construire. Tu ne passes pas de 3 sorties par semaine à un entraînement dense simplement parce que tu as regardé une vidéo motivante. Ton cardio peut peut-être suivre, mais tes tendons, tes mollets, tes genoux, tes hanches, eux, n'ont pas signé le même contrat. La progressivité protège ta progression. Ce n'est pas lent, c'est durable. Et durable, en course à pied, c'est souvent ce qui finit par aller le plus vite. Cinquième chose, respecte la récupération. Si tu veux t'inspirer de la méthode norvégienne running, inspire-toi aussi de sa discipline. Pas seulement de ses séances, la discipline, ce n'est pas seulement faire la séance quand tu n'as pas envie, c'est aussi ralentir quand tu veux accélérer. C'est dormir quand tu veux scroller. C'est manger suffisamment quand tu augmentes la charge. C'est lever le pied quand une douleur apparaît. C'est accepter
qu'une séance supprimée au bon moment peut sauver 3 semaines d'entraînement. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. On va résumer. La méthode norvégienne Running peut être une méthode extrêmement efficace, mais elle n'est pas magique. Elle repose sur 4 choses: le contrôle de l'intensité, le travail au seuil, un gros volume facile et une récupération très sérieuse. Si tu enlèves le contrôle, ça devient du bourrinage. Si tu enlèves le facile, ça devient trop dur, trop souvent. Si tu enlèves la récupération, ça devient une machine à fatigue. Si tu enlèves la progressivité, ça devient une invitation à la blessure. Mon avis est simple. La méthode norvégienne n'est pas à jeter, mais elle est rarement à copier telle qu'elle, surtout pour un coureur amateur. Ce qu'il faut copier, ce n'est pas forcément le planning, c'est la logique. Mieux doser, mieux structurer, mieux différencier les intensités, mieux récupérer. Et c'est exactement pour ça que je préfère une approche adaptée comme la méthode 2S, parce qu'elle permet de garder l'esprit de la méthode norvégienne Running sans tomber dans le piège du copier-coller. Tu travailles le seuil, mais avec 2 niveaux clairs, ZS bas et ZSO. Tu gardes beaucoup d'endurance. Tu ajoutes l'intensité avec parcimonie. Tu construis progressivement. Et surtout, tu avances avec une méthode compatible avec ta vie réelle. Pas avec la vie d'un athlète professionnel entouré d'un staff, d'un agenda calibré et d'une capacité de récupération hors norme. Donc le message central, c'est celui-ci: ne copie pas la Norvège. Adapte la logique. Parce que si tu copies sans comprendre, tu risques de te cramer. Mais si tu comprends la logique, tu peux progresser très fort. Maintenant que tu sais pourquoi la méthode norvégienne Running peut être un piège si tu la copies bêtement, la suite logique, c'est d'apprendre à construire tes zones de seuil correctement et à utiliser ZS bas et ZS haut dans ton entraînement. Je te prépare justement d'autres contenus pour t'aider à mieux structurer tout ça. Et si tu veux aller plus loin avec une méthode claire, progressive et pensée pour les coureurs et coureuses motivées, regarde la méthode 2S. Abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un commentaire si tu as déjà testé le seuil ou le double seuil. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de courir plus comme un Norvégien. Tu as besoin de t'entraîner plus intelligemment.